Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur l'histologie. Cette fois on va traiter l'histologie du sein. C'est un sujet qu'on va aborder sur deux vidéos. La première qui est celle-là qui va concerner le complexe mamelon-aréole et puis ce qui va rester ça va être le sujet de la prochaine vidéo. Donc comme rappel, le sein ou la glande mammaire, c'est une formation cutanée qui est située au niveau de la paroi thoracique antérieure, qui est limitée entre le bord du sternum et la ligne axillaire antérieure, et en hauteur, elle est située entre la deuxième et la sixième côte. Et puis concernant l'architecture ou bien la structure de cet organe, sur cette coupe schématique, on voit qu'elle est revêtue par un revêtement qui est cutanées, et puis à l'intérieur elle renferme des structures qui sont glandulaires, ce qu'on appelle des unités ductolobulaires terminales qui vont faire acheminer leurs produits de sécrétion par un système canalaire. La glande elle est particulièrement riche en tissu graisseux, ce qu'on voit ici en jaune, et puis elle repose sur un muscle strié qui est en fait le muscle grand pectoral. Sur la vue à droite, on voit schématiquement les unités ductolobulaires terminales qui ont cette forme caractéristique en grappe de raisin et puis qui vont acheminer le produit de sécrétion qui est le lait par un système canalaire. C'est ce qu'on appelle les canaux galactophores. Et puis ces canaux galactophores, ils vont cheminer de façon centripète vers le complexe aréole mamelon qui est situé à ce niveau. Et puis, pour assurer cette excrétion de lait vers l'extérieur, ça doit être abouché. C'est-à-dire on a un abouchement de ces canaux au niveau de la surface cutanée du mamelon par les pores galactophores. Et avant ceci, ces canaux galactophores, ils décrivent une dilatation au niveau de ces régions-là. C'est ce qu'on appelle les sinus lactifères. Et puis, comme j'ai dit, donc c'est un organe qui est particulièrement riche en tissu adipeux. C'est ce qui est représenté à ce niveau en jaune. Donc concentrons maintenant sur le sujet de la vidéo qui est le mamelon ou bien le complexe aréole mamelon. Donc sur l'image en bas, ça représente une image macroscopique à l'état normal avant de réaliser des coupes. Donc on voit au centre le mamelon et tout autour on voit cette plaque aréolaire. Donc on voit déjà que c'est une peau qui est hyperpigmentée par rapport à la peau adjacente, ça veut dire sur le reste du sein. Et on voit au niveau de la plaque aréolaire aussi quelques formations nodulaires, de petites formations nodulaires qu'on appelle les tubercules de Montgomery. Ces tubercules, ils sont surtout apparents, surtout proéminents au cours de la lactation. Et en fait, comme ce qu'on va voir sur cette photo en haut, ces tubercules, en fait, ça correspond à des glandes sébacées qui sont augmentées de volume au cours de la lactation. Donc pour l'étude de l'histologie de la plaque aréole mamelon, on va voir tout d'abord des lames histologiques. Donc je vous propose de voir 4 lames en total. Donc la première est celle-là, c'est une coupe qui a été réalisée au niveau du mamelon et puis colorée avec la coloration HE. Et à ce niveau, on voit différentes structures. On va schématiquement diviser les différents éléments du mamelon ou bien du complexe aréole mamelon en 3 éléments. On a un revêtement. On a des canaux, ce qu'on voit ici, la lumière avec l'épithélium qui paraît en violet tout autour de la lumière, et on a aussi un tissu conjonctif qui se trouve tout autour, qui est riche en fibres et en muscles lisses. Donc commençons tout d'abord par le revêtement. C'est tout simplement un épithélium malpigien cutané, ça veut dire un épiderme. Donc avec les crêtes épidermiques qui vont descendre au niveau du derme, comme ce qu'on voit ici, et avec la maturation normale qu'on trouve au niveau de l'épiderme, quel que soit le siège, donc avec la couche basale, la couche épineuse, et puis la couche granuleuse à ce niveau, et la couche cornée. La couche cornée, elle est particulièrement épaisse au niveau du mamelon par rapport, par exemple, à la peau qui est juste adjacente au complexe aréole mamelon, et ceci est expliqué par le fait qu'une couche épaisse est nécessaire pour 2 raisons. Pour la protection contre les traumatismes au cours des tétés et aussi la protection contre la sécheresse qui est aussi induite par les tétés. Donc cet épiderme, comme on le voit ici, il présente le caractère qu'on a déjà vu sur le plan macroscopique, c'est l'hyperpigmentation, et souvent on a observé une couche basale qui est hyperpigmentée, donc ceci se traduit par la présence de grains de mélanine au niveau de la partie apicale des kératinocytes, comme ce qu'on est en train de voir ici ou bien ici. De temps en temps, au niveau de l'épiderme du mamelon, on peut trouver des cellules qui sont un peu augmentées de taille, qui sont dotées d'un cytoplasme clair,
mais qui ne présentent pas, elles ne doivent pas présenter en fait des atypies cytonucléaires. Alors ces cellules, ou parfois on peut avoir même un aspect plus ou moins augmenté de taille, plus que ce qu'on est en train d'observer maintenant, c'est ce qu'on appelle des cellules de Toker qui sont tout à fait normales au niveau du mamelon. Alors ces cellules de Toker qui sont normales, elles sont à différencier avec les cellules qu'on trouve dans un état pathologique qu'on appelle la maladie de Paget. Je vais vous montrer un exemple de la maladie de Paget à la fin de la vidéo. Donc, puis au niveau de l'épiderme, on voit l'abouchement de deux structures, donc essentiellement les glandes sébacées. Donc je vous invite à regarder la vidéo sur les annexes cutanées si ce n'est pas encore fait. Donc c'était une vidéo dans laquelle on a discuté l'histologie de ces glandes. Donc ces glandes sébacées, elles ont la particularité au niveau du mamelon de s'aboucher directement au niveau de la surface cutanée, sans avoir besoin de follicules pileux. Deuxième aspect ou bien deuxième structure qui va s'aboucher au niveau de l'épiderme, logiquement, ça va être les canaux galactophores. Donc voilà une partie d'un canal galactophore. Donc on va revenir tout de suite sur cette formation. Le deuxième élément qu'on va trouver au niveau du mamelon, c'est le système canalaire. C'est les canaux galactophores, c'est toutes ces structures qu'on voit ici, donc des lumières en fait, qui sont tapissées par un épithélium qui paraît en violet, parce que ça contient des noyaux, et puis le cytoplasme il est coloré un peu de façon foncée par rapport au tissu adjacent. Donc c'est ce qu'on voit ici, là, là et là aussi. Et si on agrandit, on va trouver une lumière avec un épithélium, et cet épithélium, il est cylindrique. Voilà ce qu'on voit ici, c'est tout à fait différent de ce qu'on a vu au niveau de l'épiderme, on n'a pas l'épithélium appuyé à ce niveau. Sauf que ces canaux, quand ils vont remonter vers la surface, il y aura une transition brutale et un changement brutal de l'épithélium cylindrique du canal vers un épithélium apidien pour que ça se continue. Malheureusement, sur cette coupe et sur le reste des coupes, j'ai pas pu trouver en fait un aspect de transition entre le canal et sa portion en fait qui est située au niveau de l'épiderme, mais il faut savoir que ça se passe de façon brutale. Alors ici, l'image, je disais qu'on va revenir sur cet aspect. En fait, ça, c'est l'aspect d'un pore galactophore. Cette dilatation, on voit pas malheureusement la continuité avec la lumière, mais ce qu'on trouve ici au centre, c'est un bouchon corné, c'est de la kératine, comme ce qu'on voit ici, donc des cellules qui sont mortes, qu'on trouve au niveau de ce pore. Et ces pores cornés, on les trouve au niveau de l'orifice du canal galactophore, surtout chez les femmes qui sont en dehors de la période de lactation. Alors quand c'est la période de lactation, ces pores ils vont disparaître. Dernier élément, c'est la musculature lisse qu'on trouve au niveau du mamelon. Elle est assez abondante. Et ici, puisqu'on a utilisé la coloration OHE, c'est un peu difficile de distinguer entre les fibres de collagène et le muscle lisse. Alors je vais vous montrer des indices. Il faut différencier. C'est vrai qu'on a une teinte qui est rose, mais il y a deux roses qui sont différents. Alors ici, on a un tissu collagénique qui est éosinophile. Donc on voit que ça présente un aspect qui est filamenteux et fibrillaire. C'est les fibres de collagène. Et puis un autre indice, c'est la rareté des éléments nucléaires. Donc on voit rarement des cellules d'allure fibroblastique, ce qu'on voit ici. Donc ça, c'est en fait le tissu fibreux. Et puis juste à côté, on a un autre rose qui est en fait un peu violet. C'est le cytoplasme des cellules musculaires lisses. Et donc ça, avec une abondance de noyaux, parce qu'on sait que sur le muscle lisse, on a chaque cellule qui présente un noyau, et donc c'est comme ça qu'on fait la différence entre tissu conjonctif, ce qu'on voit ici, et le muscle lisse. Et si je vais passer maintenant au faible grossissement, on va trouver que le muscle lisse, ça forme des faisceaux qui sont assez nombreux au niveau du mamelon. Et ces muscles lisses, ils présentent deux dispositions différentes. Alors ça présente une disposition un peu longitudinale, au niveau des canaux galactophores, surtout quand ils sont à proximité du milieu extérieur, à proximité du revêtement amalpidien, et un deuxième type en fait de disposition qui est circulaire autour des sinus. Alors les sinus, on va les voir tout de suite sur un deuxième prélèvement. Je passe maintenant à un autre prélèvement, donc sur une autre lame. Alors là, c'est un prélèvement donc au niveau du mamelon. Coloration qu'on a utilisée, c'est la coloration HE, et on voit les différents éléments. Donc on voit le revêtement qui est en périphérie. On voit aussi un système canalaire, donc toutes ces lumières qui paraissent blanches, revêtues par un épithélium qui paraît en violet. Donc là aussi, là aussi, là aussi. Et puis là particulièrement, on trouve une abondance des faisceaux musculaires lisses. Donc tout ce qui est un peu rose, violet, c'est des faisceaux musculaires lisses, tout ce qu'on voit ici. Et puis à proximité du revêtement, on voit cette disposition longitudinale des faisceaux musculaires lisses. Alors ça, c'est pas un mamelon d'une femme, mais plutôt le mamelon d'un homme. Et comme vous voyez, sur le plan histologique, c'est exactement la même architecture.
J'aimerais passer maintenant à un autre prélèvement, donc dans lequel c'était un prélèvement au niveau du mamelon, mais fait pour une pathologie. Alors je vous dis d'emblée qu'il s'agit d'un cas d'adénome du mamelon, c'est la formation qu'on trouve ici. Là, on est à proximité du revêtement cutané, c'est ce qu'on voit ici. Donc ici, c'est discontinu à cause de la technique. Et là, ça réapparaît de nouveau. Et puis je vous montre cette lame uniquement pour la partie des sinus lactifères, donc la partie en fait qui était dilatée. Alors il n'y a pas que la dilatation qui est caractéristique de cette partie des canaux galactophores, mais aussi la disposition particulière de muscles, parce qu'à l'inverse de ce qu'on a vu au niveau de la partie superficielle, on a une disposition qui est concentrique et circulaire des faisceaux musculaires lisses autour des sinus lactifères, comme ce qu'on voit ici, avec parfois, c'est normal d'accepter en fait une certaine quantité de cellules inflammatoires tout autour. Alors je passe maintenant au dernier cas. Donc c'est un prélèvement qui a été réalisé là aussi au niveau du mamelon. Donc on voit le revêtement cutané à ce niveau, on voit un système canalaire, donc toutes les lumières ça correspond aux lumières de canaux galactophores. Voilà, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est l'épithélium. Alors déjà, ce faible grossissement, je peux voir et constater la présence de cellules qui sont claires au niveau du revêtement. Alors comparez par exemple cette zone ici, donc c'est un épithélium malpigien qui est tout à fait normal, donc avec une couche basale et puis la couche granuleuse et la couche cornée. Mais quand je passe à ce niveau, je vois l'apparition de cellules qui sont tout d'abord qui paraissent claires, mais en fait, c'est pas les cellules elles-mêmes qui sont claires, c'est plutôt la vacuole de rétraction autour de ces cellules. Et c'est là, à ce grossissement, que je commence à constater que c'est des cellules en fait qui sont nettement atypiques. Alors c'est des cellules de grande taille avec un noyau, comme vous voyez, donc entre chaque deux cellules, il y a une certaine différence, un certain pléomorphisme, si on peut se permettre de dire, entre les tailles et les formes des noyaux. Et puis on a même un nucléole qui est proéminent. Et voilà, donc c'est des signes en fait qui indiquent que c'est des cellules qui sont de nature malignes, qui sont néoplasiques dans leur nature, et ça ne doit pas être interprété comme des cellules de Toker qui sont tout à fait normales au niveau du mamelon. Donc ça c'est pathologique lorsqu'on a des cellules néoplasiques qui viennent ici au niveau de l'épiderme et qui commencent à se balader. Donc ce mode en fait de diffusion de cellules au niveau de l'épiderme du mamelon, on l'appelle une diffusion pagétoïde. Et ça, l'entité, on l'appelle la maladie de Paget du mamelon, qui est en relation avec la présence d'un carcinome in situ, qui est en fait l'état pré-invasif du carcinome du sang. Donc c'était le dernier cas que je voulais partager avec vous. Donc on passe maintenant à une petite récapitulation. Donc comme on a dit pour la localisation du sein, donc il était localisé entre la deuxième et la sixième côte au niveau de la ligne médio-claviculaire. Alors il est situé entre le bord du sternum et la ligne axillaire antérieure. Et puis le support et la mobilité, elles sont possibles grâce à certains ligaments qu'on appelle les ligaments de Cooper, qui vont s'étendre depuis la peau jusqu'à la paroi thoracique. Il contient sur le plan macroscopique toujours un tissu dense, ça veut dire il va être ferme à la palpation, et puis ça contient des faisceaux de muscles lisses qui vont être responsables de l'érectilité et donc permettre l'excrétion de lait. Il contient un certain nombre de canaux galactophores, ils sont au nombre de 10 à 15, qui vont s'extérioriser par la suite au niveau de la surface du mamelon, et puis le tissu cutané, quand on observe ça à l'œil nu, ça paraît hyperpigmenté. Sur le plan microscopique, on avait détaillé les trois éléments. Donc l'épiderme tout d'abord avec cette couche cornée un peu épaisse, qui assurera la protection contre les traumatismes ainsi que la sécheresse qui vont accompagner les tétés. Les cellules, parfois, elles présentent un aspect de noyau pycnotique et un cytoplasme qui est clair, c'est ce qu'on appelle les cellules de Toker, à différencier bien évidemment avec des cellules malignes qu'on trouve au cours de la maladie de Paget. Chose à vérifier, c'est les atypies. Alors lorsqu'elles sont présentes, on est obligé d'évoquer une maladie de Paget et ne pas dire que c'est tout simplement des cellules de Toker. Les canaux galactophores, ils sont tapissés par un épithélium cylindrique, quoique, en fait, quand ça passe au niveau de l'épiderme, ça va changer de façon brutale le revêtement et ça va devenir un épithélium malpigien, comme celui de l'épiderme d'ailleurs. Au niveau du pore des canaux galactophores, on aura souvent la présence d'un bouchon corné pour les patientes en fait, qui sont en dehors de la période de lactation.
Les sinus lactifères, là aussi on l'a vu, donc on a dit qu'il était caractérisé par cette disposition concentrique des cellules musculaires lisses. Et puis le muscle lisse, il présente deux dispositions différentes, donc elle est longitudinale, ça suit un peu le trajet du canal au niveau de sa partie superficielle, mais au niveau des sinus lactifères, ça prend une disposition qui est circulaire. Et puis les glandes sébacées, comme on vient de le voir, c'est des glandes qui s'abouchent directement au niveau de la surface sans avoir besoin de follicules pileux. Donc comme ça on arrive à la fin de cette vidéo dans laquelle on a discuté le complexe mamelon-aréole. Ce qui va venir par la suite, ça va être une prochaine vidéo dans laquelle on va discuter l'unité sécrétoire proprement dite du sein, qui sont les unités ductolobulaires terminales. Je vous dis à très bientôt et on se voit à la prochaine vidéo.